Welcome back. We are joined today by Colonel Lawrence Wilkerson. Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le colonel Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain. Merci d'être revenu parmi nous. J'étais impatient d'avoir votre point de vue sur ce qui se passe en Iran. Mais d'abord, vous avez envoyé un message à un journal le premier jour de la guerre, dans lequel vous disiez que l'évolution de ce conflit dépendait de nombreux facteurs. Les actions de la Russie et de la Chine, la pénurie de munitions essentielles, la résilience des Iraniens, les actions d'autres acteurs sur le terrain et l'impact sur les installations énergétiques. Vous avez également mentionné ce qu'il adviendrait de ces détroits stratégiques, Bab el-Mandeb, qui peut bloquer la mer Rouge, et le détroit d'Ormuz. Et vous vous demandiez comment le public américain réagirait à cette guerre. Alors maintenant que nous en sommes au 5e jour, comment l'évaluez-vous? Je dois dire qu'en ce qui concerne l'identification des variables clés, vous avez, comment dire, visé juste. Eh bien, tout d'abord, je dirais que j'ai moi aussi développé de nouvelles variables, en plus de celles-là, mais vous m'avez présenté comme le chef de cabinet du secrétaire d'État. Oh non, désolé, je voulais dire oui. Oui, c'est exact. Vous avez tout à fait raison. C'était mon dernier poste. Mais je veux simplement que vos auditeurs sachent que j'ai passé 31 années dans l'armée des États-Unis, dont une grande partie comme planificateur militaire, planifiant la guerre, en particulier au sein du plus grand commandement unifié de l'époque, le commandement du Pacifique des États-Unis, qui fournissait des forces au commandement central. À cette époque, le commandement central n'était qu'une toute petite tache sur la carte. Nous leur donnions toutes leurs forces, ou plus souvent, nous ne les leur donnions pas parce que nous ne le voulions pas. C'est une autre affaire aujourd'hui. Il est devenu sans doute le commandement le plus puissant du plan de commandement unifié. Et je dis tout cela pour que tout le monde qui m'écoute sache que j'y étais et que j'ai vécu tout cela en ce qui concerne l'Iran. J'étais là quand la guerre a commencé, une sorte de première guerre mondiale au Levant, entre l'Irak et l'Iran. Et nous soutenions l'Irak. J'étais là quand nous avons pris la décision de soutenir l'Irak pour vaincre l'Iran, parce que nous n'aimions pas l'Iran après la Révolution. J'étais là quand ils ont tenu tête à l'Irak et qu'ils allaient marcher sur Bagdad. Et puis nous sommes entrés nous-mêmes dans la guerre avec des bâtiments de combat dans le détroit d'Ormuz. L'un d'eux a été touché par une mine et nous avons failli le perdre. Un autre est rentré en boitant après que Saddam Hussein lui a tiré 2 missiles Exocet dessus et l'a touché. Et le Bridgeton, un pétrolier, a été frappé. Le capitaine était très en colère contre nous, et ainsi de suite. Tout cela pour dire que je connais bien cette région, en termes d'action militaire, de géographie, de difficultés du terrain, et disons-le, de la nature du peuple perse, qui est résilient à l'excès et qui a mené cette guerre sanglante de 8 ans contre nos armes chimiques fournies à Saddam Hussein et qui allait marcher sur Bagdad. L'acte culminant, comme la plupart des gens ne s'en souviennent pas ou ne l'ont jamais su, fut lorsqu'un croiseur Aegis américain en mer tira 1 ou 2 missiles sur un Airbus iranien transportant environ 290 personnes à bord, et nous les avons tous tués. C'est alors que l'ayatollah a dit « Je jette l'éponge. J'accepte une résolution de l'ONU sur la manière de mettre fin à ce conflit, car je ne peux pas non plus combattre l'Empire. » Et depuis ce moment-là, en somme, ils essayent de comprendre comment lutter contre l'Empire. Et c'est la première chose que je dirais à propos de la nature de ce conflit. Si vous avez lu Clausewitz, vous savez que la seule chose à faire, chaque fois que vous envisagez d'utiliser l'armée pour transformer une politique en violence, c'est de comprendre la nature de ce dans quoi vous vous engagez, la nature du conflit. Nous ne le faisons pas. Chaque déclaration de Marco Rubio, chaque déclaration de Pete Hegseth, chaque déclaration de Donald Trump,
En fait, chaque déclaration de l'administration, y compris celle de cette cruche qui en est la porte-parole, cette cruche blonde, m'a indiqué qu'ils ne comprennent pas la nature de ce conflit. Le facteur principal étant que nous affrontons un peuple vieux de 3000 ans, fort de 90 millions d'âmes, composé à 53% de Perses, et qui a beaucoup de problèmes, mais qui se condamnera lui-même à sa propre perte pour nous infliger un mal de tête véritablement féroce. Et c'est bien ce dans quoi ils se sont engagés, et ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne cesseront pas avant que le dernier d'entre eux soit mort. Nous pouvons éliminer tous les Kurdes que nous voulons, essayer de les recruter pour qu'ils se battent pour nous et pour d'autres dans la région. Et c'est là qu'apparaît un autre décalage dans notre compréhension de ce conflit, sa nature même. L'objectif de Bibi Netanyahou, pour qui nous menons cette guerre, c'est le chaos. Pas d'installer à Téhéran un régime qui dirigerait un État plus ou moins vassal, ou du moins un État qui s'entendrait avec les États-Unis et nous vendrait le sol et tout le reste. Il veut le chaos total dans la région, tout comme il a essayé de l'obtenir en Syrie, car c'est son plan, et celui des gens derrière lui, comme Naftali Bennett et d'autres, de se déchaîner sur tout le Levant, depuis, tenez-vous bien Erdogan, de la Turquie jusqu'à l'Afrique de l'Est. Et au fait, tous les Arabes entre les deux, c'est eux qu'ils visent. Ne pensez pas que lorsqu'il mourra, ira en prison ou quoi que ce soit d'autre, tout s'arrêtera là, car ils continueront. La Turquie, en ce moment, doit s'inquiéter, par exemple, des actifs du renseignement du Mossad et d'autres encore, qui opèrent à Chypre et dans le sud de la Grèce, préparant le champ de bataille, si l'on peut dire, pour le moment où ils marcheront sur la Turquie. Ainsi, la nature de ce conflit, que je n'ai pas nécessairement abordé dans ma réponse précédente que vous avez citée, est qu'il a toutes les chances non seulement de devenir régional, mais aussi mondial, de se relier par exemple à l'Ukraine, à nos efforts en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan, et tout le long de la bordure sud de l'ancien empire soviétique, pour déstabiliser la Russie et en fin de compte, viser le cœur de la Chine. Tout cela en fait partie. Chaque mot de ce que je viens de dire, et bien plus encore, fait partie de la trame et de la texture de la nature de ce conflit. Et nous serions fous de croire qu'il se limitera à quelques jours, quelques balles et quelques bombes, avant que nous ne montions triomphalement la colline en proclamant « Nous avons un nouveau régime à Téhéran » ou autre chose du genre. Tout d'abord, Netanyahou ne le permettra pas. Et ensuite, nous ne serons pas en mesure d'y parvenir. Voilà ce que je voulais dire par ces remarques générales, que plus que tout, nous ne comprenons pas la nature du conflit dans lequel nous nous sommes engagés. Eh bien, comment l'auriez-vous planifié? Je veux dire, pas que vous l'approuviez, mais si, encore une fois, d'après vos fonctions précédentes au sein du gouvernement américain, comment mèneriez-vous une telle attaque, si c'était effectivement l'objectif? Et quels seraient, selon vous, les principaux risques? Quelles seraient vos préoccupations? Eh bien, la seule réponse à cette question, si j'étais président des chefs d'état-major interarmés, ou si je le conseillais comme je l'ai fait avec Colin Powell, serait « Ne commencez pas ce conflit. Vous ne voulez pas utiliser l'instrument militaire de cette manière dans cette région. » Point final. Pendant 40 ans, la politique des États-Unis a été de ne pas utiliser l'instrument militaire à partir de bases terrestres dans la région. Nous voyons aujourd'hui la preuve des raisons pour lesquelles c'était le cas, et je n'arrive pas à croire que Marco Rubio ait été aussi négligent dans ses fonctions. Mais je dois sans doute en blâmer tous les secrétaires d'État, depuis Tony Blinken, Rex Tillerson et bien d'autres. Les formulaires, les F-67, les formulaires d'opération d'évacuation des non-combattants indiquent où se trouve chaque personne dans votre ambassade.
chaque Américain, chaque citoyen américain. Vous devez avoir leur nom, leur numéro de téléphone, leur passeport, tous ces détails. Vous gardez cela afin de pouvoir les évacuer. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Et je vais vous dire pourquoi nous ne l'avons probablement pas fait. Si ce n'était pas simplement de la stupidité grossière de la part de Marco Rubio, parce que nous ne voulions pas donner d'avertissement. Nous ne voulions pas que les Iraniens voient les opérations d'évacuation des non-combattants en cours et se rendent compte, wow, malgré la diplomatie, nous allons entrer en guerre parce que les Américains sont sur le point d'attaquer. Nous avons donc maintenant de nombreux citoyens américains bloqués et il est très difficile de les faire sortir parce que les aéroports ont été fermés. On ne peut pas y voler, on ne peut pas les évacuer. Il se peut donc que nous ayons des victimes civiles avant que tout cela soit terminé. Et j'en rends directement responsable le secrétaire d'État pour son incompétence. Il s'est concentré sur bien trop d'autres choses au lieu de ses véritables responsabilités. Tout cela pour dire que, à mon avis, je ne commencerai pas. L'instrument militaire n'est pas celui qu'il faut utiliser au Levant. Point final. Voilà mon conseil, Monsieur le Président. S'il vous plaît, en vertu de la nouvelle loi, la loi Goldwater-Nichols, la loi de réorganisation du département de la Défense de 1985, j'ai le même pouvoir que vous pour conseiller le président. Alors vous venez avec moi à la Maison-Blanche. C'est ce que je dirais au secrétaire d'État. Pete, tu viens avec moi à la Maison-Blanche. J'exerce mon droit en vertu de la loi Goldwater-Nichols. Je vais conseiller le président. Tu viens avec moi? Si tu ne viens pas, peu m'importe, parce que je vais lui dire de ne pas faire ça. Apparemment, Kane a effectivement essayé. Le président des chefs d'état-major interarmés a tenté de formuler certaines objections. On m'a dit qu'elles portaient sur des munitions que nous ne possédons pas, notamment des missiles de défense aérienne, sur le danger que courent les bâtiments de surface dans la région, compte tenu de l'incroyable arsenal de missiles de l'Iran, et sur d'autres points de ce genre. Mais je ne pense pas qu'il ait été très enthousiaste à l'idée d'utiliser l'armée de cette manière. Je voulais revenir un peu sur ce que tu as dit à propos de la Turquie, car c'est un élément intéressant. Cette guerre entière se propage à une vitesse incroyable. Je veux dire, nous n'en sommes qu'au 5e jour, et nous avons déjà perdu le compte du nombre de pays qui ont été entraînés et attaqués. Regardez l'Inde, par exemple. Ils n'ont pas 25 jours de réserve. Ils doivent lever environ 15 milliards de dollars immédiatement, simplement pour faire face au prix du pétrole tels qu'ils sont actuellement. Et ces prix vont encore augmenter. Donc tu as raison. Mais impliquer la Turquie, je pense que ce serait une catastrophe. Je ne pense pas qu'on puisse les impliquer, car ils affirment ne pas être partie prenante. Ils nient qu'Israël et les États-Unis aient le droit d'utiliser leur espace aérien. Ils n'aiment pas que l'Iran attaque les États du Golfe, mais ils ne sont pas non plus ravis que l'Amérique attaque l'Iran. Donc en quelque sorte, ils veulent simplement se tenir à l'écart de tout cela. Mais tu mentionnais ces ambitions plus larges d'Israël dans la région. Quand l'ambassadeur américain en Israël, Huckabee, a été interviewé par Tucker Carlson, tu sais, Tucker Carlson lui a demandé « Est-ce qu'Israël a le droit de faire cela ?» Et, eh bien, vous savez, plus ou moins la moitié du Moyen-Orient, s'ils peuvent le prendre, ils devraient l'avoir. C'était plus ou moins le message parce que Dieu le leur a donné ou quelque chose dans ce genre. Vous savez, ça doit sûrement choquer la région. Et comme vous l'avez dit, avec la Turquie, elle essaie aussi de se repositionner dans le monde. Encore une fois, l'Amérique n'est pas le seul acteur en jeu. C'est un monde multipolaire. Ils veulent diversifier. Ils ne veulent pas rejoindre de groupes anti-américains. Mais d'un autre côté, ils doivent aussi veiller à leurs propres intérêts nationaux.
Alors, comment voyez-vous cela? Voyez-vous des voies possibles pour que la Turquie soit entraînée d'une manière ou d'une autre dans ce chaos? Do you see any pathways to Turkey being pulled into this mess somehow? Je pense qu'ils sont déjà impliqués en réalité. Je comprends ce que tu veux dire et je sais ce que leur position publique a laissé entendre, mais je crois qu'ils sont déjà dedans. Ils sont très préoccupés par le fait que Israël excite les Kurdes et les arme, ce qui se produit, je pense, pour combattre l'Iran, et que ce conflit se retourne ensuite contre eux. Parce que Erdogan n'aime pas qu'un groupe kurde soit armé jusqu'aux dents, comme Israël semble le faire avec ces gens-là. Donc je pense qu'ils surveillent déjà la situation de très près. Ils ont des agents sur le terrain, des gens dans la région, des rapports qui remontent à Ankara. Je ne sais simplement pas quelle sera leur prochaine étape. C'est bien là la question, car Erdogan et Netanyahou auraient apparemment eu une rencontre qui, d'après ce qu'on m'a dit, était du pur Netanyahou, convainquant Erdogan que son avenir résidait dans l'ingéniosité capitaliste, l'énergie, la fougue, le talent et tout ce qui s'ensuit des Juifs en Israël. Je veux dire, Netanyahou est très explicite à ce sujet, surtout lorsqu'il s'adresse à d'autres dirigeants. Allie-toi avec moi et nous posséderons la Méditerranée, et bien plus encore. Allie-toi avec moi et tu auras accès au plus haut niveau de talent technologique, au plus haut niveau de compétences en intelligence artificielle. Et ne crois pas un instant que l'Empire, c'est eux. C'est nous. C'est nous. Alors, fais alliance avec moi, et tu seras à la pointe du nouveau monde méditerranéen dirigé par Israël et toi. Il ajoutait toujours cela. Je t'explique comment ça fonctionne. Et c'est stupéfiant que les gens continuent à se laisser avoir. Pas Trump, mais Erdogan est censé être un peu plus malin que ça. Mais je pense que lui, et je ne suis pas si sûr pour Modi, et Modi est presque aussi mauvais que Netanyahou dans son désir de tuer des musulmans. C'est pourquoi il a été si favorable à ce que fait Netanyahou à Gaza, en Cisjordanie et ailleurs. Mais Modi va lui aussi avoir un choc, comme je l'indiquais dans mes remarques préliminaires. L'Inde ne sait pas ce qu'elle va faire maintenant. 60% de son pétrole passe par le détroit d'Ormuz. 60%. La Chine n'en a qu'environ 21%. Et déjà, ils n'ont que 25 jours de réserve en ce moment. Le prix du West Texas Intermediate et du Brent, les références, est déjà en train d'augmenter. Et lorsque j'ai fait les exercices à Pékin, dans un monde bien plus coopératif, avec les Chinois, les Japonais, les Européens, tout le monde était là. Lloyd's of London, la Marade, la plupart des armateurs étaient présents, observant et analysant. Le prix est monté à $200 le baril jusqu'à ce que, dans ce cas, dans le détroit de Malacca et au large de Ras Tanura en Arabie Saoudite, qui disposait alors d'environ 8,5 millions de barils par jour de capacité de production. Ce fut un coup dur. C'est ce qui fait vraiment grimper les prix. Et les armateurs refusaient d'expédier, les assureurs refusaient d'assurer. Il y avait donc un vrai problème. Et grâce à l'esprit de coopération qui régnait dans le monde à cette époque, très visible lors de cette simulation, les Chinois sont même retournés vers leur MOFA, le ministère des Affaires étrangères, pour autorisation de prendre une décision dans ce jeu. C'était très sérieux pour eux. Chas Freeman était là, et tu sais, il parle chinois avec politesse et aisance. Il ne le savait pas. Alors Chas était assis là, écoutant tout ce qu'il disait et comprenant parfaitement. Plus tard, lors d'un petit déjeuner, quand il a révélé qu'il comprenait, ils ont été très surpris et ont relu leurs notes pour voir ce qu'ils avaient dit. Tout cela pour dire que nous sommes parvenus à des accords sur le déplacement du pétrole à travers le monde. Nous avons détourné le pétrole de la Chine vers la Corée, de l'Alaska vers la Russie. Nous avons déplacé le pétrole parce que c'était une affaire très sérieuse. C'est la seule marchandise sur la planète dont chaque État existant a besoin. Et nous l'avons découvert pendant cet exercice. Comme je l'ai dit,
Le prix a dépassé les $200 à The Sturb Race avant que nous ayons terminé. Je pense que nous faisons face à une autre possibilité de ce genre, sans l'esprit de coopération dans le monde. Je veux dire, dites-moi quel genre d'esprit règne dans le monde en ce moment. Une grande partie de cela est imputée à l'empire que nous sommes en train de créer. Mais je ne sais pas ce que cela signifiera à long terme, sauf que je pense que beaucoup de gens comme Poutine vont réaliser des profits exceptionnels et que beaucoup de gens comme Modi vont regretter d'avoir jamais dit quoi que ce soit, car ils vont se retrouver dans une situation très, très difficile. Ce matin, un Indien qui connaît bien l'Inde, qui connaît bien le monde des affaires en Inde, m'a dit que ce serait pour nous une tragédie de premier ordre si nous devions vraiment payer ce qu'on prévoit que nous pourrions avoir à payer. Par-dessus tout, regardons en arrière vers l'Empire. Trump avait fait une promesse. Je pense que cette promesse a en réalité commencé lors de sa première administration, mais elle est revenue clairement pendant sa campagne pour la seconde et dans les premiers jours de celle-ci. Il avait promis au peuple américain qu'il restaurerait et remplirait la réserve stratégique, 500 milliards de gallons, je crois. Oui, cela doit être des milliards. C'est le chiffre que l'appareil de sécurité considère comme essentiel. Nous en sommes à 415 en ce moment. Il n'y a pas mis un centime, il n'y a pas versé un seul gallon. Nous nous retrouvons donc dans une situation où il nous faudra peut-être augmenter la production, peut-être faire toutes sortes de choses pour obtenir ce dont nous avons besoin. Et cela va coûter énormément. Et tout cela parce qu'il n'a pas pris la peine de faire quoi que ce soit pour tenir sa promesse de remettre la réserve à sa place. Ainsi, tous ces éléments façonnent la nature de ce conflit en faisant, comme je le dis, un échange d'armes bien plus grave, si l'on peut dire, que ce que quiconque imagine en ce moment, probablement même Téhéran. C'est une affaire sérieuse. Et le fait est que je sais avec certitude que les armes nucléaires en Israël vont être déplacées, que certaines ont probablement déjà été chargées, ou du moins sont en cours de l'être. Je sais que Netanyahou n'hésiterait pas à utiliser une arme nucléaire. C'est une autre dimension du problème. Nous avons ici un phénomène vraiment étrange. Deux États dotés de l'arme nucléaire, l'un déclaré, les États-Unis, et l'autre criminel, Israël, attaquant un État non nucléaire. On ne peut pas inventer des choses pareilles. C'est extraordinaire, ce que nous avons fait. Nous montrons à l'Iran qu'il a commis une énorme erreur. Il aurait dû construire une arme nucléaire, et il serait alors dans la position de la Corée du Nord. Il serait peut-être un paria, mais il serait en sécurité, et il ne se ferait pas pilonner par des bombes et des missiles. Mais j'ai une autre question pour mes collègues militaires. Comment allez-vous gagner cet échange d'armement moderne que vous avez étudié, ou auriez dû étudier, depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine? Comment allez-vous faire cela sans munitions? D'après tout ce que j'entends, l'Iran en a. Et vous n'épuisez pas assez vite les stocks iraniens pour compenser la pénurie de missiles que vous subissez. Et l'Iran agit avec beaucoup de prudence. Ils ne déploient pas les choses rapidement. Ils frappent Israël autant qu'ils le peuvent. La toute première fois qu'ils ont tiré quelque chose là-bas, sans qu'Israël ne s'en rende compte, c'était juste un petit drone. Et ils ont tué environ 22 personnes, blessé 60, 6 portés disparus, quels que soient les chiffres exacts. Et c'étaient tous des civils, ce qui n'est pas habituellement le mode d'action de l'Iran. Mais quand on a maintenant un barrage de tir, et qu'Israël dissimule délibérément nombre de ses installations militaires sous ou à côté d'infrastructures civiles, parce qu'il sait que l'Iran n'aime pas frapper des cibles civiles, on se retrouve avec tant d'impondérables. Et quand j'entends des gens comme Hegseth et d'autres, ou Trump, se vanter que nous avons plus de missiles qu'on ne peut en compter,
Eh bien, je sais combien de missiles vous avez, Monsieur le Président. Je peux te donner le total. Tu ne sais probablement même pas quel est le total. Je peux aussi te dire que lorsqu'ils ont frappé Barréen, et que Barréen en fait a applaudi, par exemple, a applaudi le fait que Barréen ait été frappé, le quartier général de la 5e flotte, ils ont apparemment aussi détruit, d'après des informations assez fiables que j'ai reçues, le dispositif de chargement des lanceurs de missiles verticaux, la grue et tout ce qu'il faut pour charger les systèmes verticaux. C'est un processus très complexe, le chargement de ces missiles à lancement vertical sur ces bâtiments de combat. Donc maintenant, ils doivent aller jusqu'à Diego Garcia, ce qui est un trajet assez long, aller-retour. Toutes sortes de choses se passent en ce moment qui me font penser que non seulement nous ne comprenons pas la nature du conflit, mais que nous ne comprenons tout simplement pas notre capacité à le mener. Et le président qui parle à la légère de troupes au sol, et Hegseth qui parle de troupes au sol, c'est du pur non-sens. Vous pourriez envoyer 1 million de soldats américains en Iran, ils disparaîtraient en 5 ans. Ils seraient soit tous morts, prisonniers, ou perdus quelque part. Nous avons déployé 12 millions d'hommes dans un pays de 60 millions d'habitants, appelé l'Allemagne, si vous voulez, et au Japon, qui comptait aussi 70 millions d'habitants. Et ce fut un effort colossal que nous avons limité uniquement parce que nous avions besoin de tant de monde dans l'industrie que nous comptions bien sûr sur les soviétiques pour vraiment affronter l'ours et infliger les dégâts. Et ils l'ont fait. Mais regardez la comparaison. Ici, nous parlons d'un pays de 90 millions d'habitants, un immense pays, bien plus vaste que l'Irak, et dont le terrain est bien plus difficile que celui de l'Irak. Et une assez bonne cohésion parmi les 53% qui sont persans, sinon la plupart des autres, surtout après ce que nous avons fait, comme bombarder l'école et tuer les enfants. Il n'y a pas de meilleure façon d'unir une population contre vous. Et d'ailleurs, tuer le chef religieux qui ne se cachait pas, qui n'était pas dans un bunker, il était dans son bureau, chez lui, parce qu'il était prêt à être martyrisé. Et il l'a été, et il sera rappelé comme un martyr. Il a probablement fait plus pour rapprocher les deux principales branches de l'islam que quiconque depuis longtemps. Donc la nature de ce conflit va nous dévorer. Et eux, Hegseth, Rubio, Trump, n'en ont aucune idée. Ce que tu dis, c'est qu'il s'est passé énormément de choses étranges. Par exemple, les États-Unis ont passé tout ce temps à essayer de convaincre l'Inde de ne pas acheter de pétrole russe. Et maintenant, ils aimeraient en acheter davantage. Mais il y a aussi cette idée de pénurie de munitions. Trump est allé sur Truth Social et a écrit que nous disposions d'une quantité illimitée de ces armes. Et puis, le même jour, ils ont commencé à faire marche arrière, du moins à discuter de l'envoi des missiles THAAD et des Patriot de la Corée du Sud vers le théâtre de guerre contre l'Iran. Donc tu vois, tout cela, tout ce qu'il dit, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas crédible. Si vous me laissez juste un instant, parce que c'est un sujet très poignant, rien ne fait perdre plus confiance à un allié que lorsque vous êtes sous pression, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle, et que vous retirez l'équipement conçu précisément pour le défendre afin de l'envoyer dans un autre conflit. Cela dit à cet allié, je ne peux pas faire confiance à ces gens-là. Et en ce moment, dans ce cas précis, la Corée du Sud débat. Chaque jour, ils débattent à huis clos. Ils se demandent s'ils veulent ou non rester dans l'alliance. Et la raison est évidente. Ils comprennent que la seule raison pour laquelle nous sommes sur la péninsule, c'est pour combattre la Chine, pas pour protéger la Corée. Et ils ne veulent pas combattre la Chine. Ils entretiennent de bonnes relations avec la Chine, une relation économique solide. Ils ne veulent pas combattre la Chine. Et ils savent que nous sommes là pour combattre la Chine depuis leur péninsule. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Nous allons perdre la Corée.
Je prédis que nous allons la perdre d'ici 24 mois. Et cela n'a fait qu'accélérer un peu le processus. Mais en ce qui concerne l'armement des groupes kurdes, c'est un sujet que les États-Unis examinent désormais très sérieusement. Là encore, les conséquences sont énormes. C'est un grand sujet, car tout d'abord, que signifierait cela pour la relation entre les États-Unis et la Turquie? S'il y a bien quelque chose qui risque d'aliéner encore davantage les Turcs, c'est de commencer à renforcer les groupes kurdes. Mais cela a déjà été fait auparavant. En 1991, le président Bush avait encouragé les Irakiens à se soulever contre Saddam Hussein, et ils ont été, comme on le sait, laissés à eux-mêmes et massacrés. De même, en Syrie, les Kurdes ont de nouveau été utilisés contre Assad, puis abandonnés. Donc je ne sais pas très bien à quel point vous connaissez les groupes kurdes en Iran, ni dans quelle mesure ils pourraient être mobilisés comme soldats de première ligne. Mais si vous avez ces 4 pays, avec une importante population kurde, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, l'Iran et la Turquie, et que les États-Unis ont désormais armé les Kurdes dans 3 de ces 4 régions, cela ne peut pas être bon pour les relations avec la Turquie. C'est une puissance militaire massive d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce que ça va signifier pour l'Iran? C'est lié aussi, car il y a quelques jours encore, nous faisions semblant que le but de la guerre était d'aider les manifestants et d'arrêter les missiles balistiques. Maintenant, il s'agit d'attiser une guerre civile, de brûler un pays de 90 millions d'habitants, avec des centaines de milliers, voire des millions de morts, si l'on parvient à la déclencher. Donc, je suppose que la manière humanitaire de vendre la guerre a toujours été stupide. Nous le faisons à chaque fois, et ça marche à chaque fois, donc je comprends. Mais cela doit sûrement être fini maintenant. Je pense que ce que nous avons fait est inadmissible. Alors quoi de neuf, me dit-on? Les gens m'écrivent pour me demander « Quoi de neuf, Larry? Tu étais là. Tu as vu à quel point nous avons été inadmissibles sous toute une série de présidents, surtout depuis George W. Bush et le 11 septembre. Mais je pense qu'il y a un nouveau ton et une nouvelle intention dans tout cela. Et c'est ainsi, je crois, parce que nous avons, comme je l'ai dit, si peu de compréhension de la région et si peu de compréhension des populations. En même temps, nous les tuons à un rythme probablement effroyable une fois que nous saurons combien sont morts. J'entends déjà parler de 150 ou 1000 ou peu importe en Iran. Avec tout l'arsenal que Pete Hegseth dit avoir été largué, si c'est tout ce qu'ils ont réussi à tuer, alors ce sont de piètres tireurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'il y a des gens partout dans ce pays, surtout là où ils attaquent, et on les a déjà vus tuer des enfants dans une école. Je crois qu'ils ont frappé un hôpital maintenant. Des infirmières couraient dans la rue. Pas vraiment un bon ciblage, les gars. Tout cela pour dire que je ne pense plus que nous nous en soucions. Je crois vraiment que nous ne nous en soucions plus. On nous a appris, soigneusement appris, par Netanyahou, qui se moque complètement de tous les civils, hommes, femmes, enfants, bébés, chiens, chats et tout le reste qu'il tue à Gaza et en Cisjordanie. Écoutez maintenant John Hagee, il y a juste quelques minutes, juste avant que je vienne vous parler, le chef de Christians United for Israel. Voici John Hagee là-haut, tout comme Huckabee, disant « C'est une guerre sainte. C'est une guerre sainte. Et vous, les garçons et les filles là-bas, nous prions pour vous. Nous prions pour vous, mais vous êtes du bon côté. Vous êtes en train de provoquer l'Armageddon. Vous préparez le retour de Jésus-Christ. C'est un homme qui influence beaucoup d'Américains avec sa prédication en faveur d'Israël, comme Huckabee l'a montré dans cette interview qu'il a donnée et qui relevait de la trahison. Mais malgré tout, il a dit la vérité sur Netanyahou en particulier. Nous avons donc toutes ces différentes forces à l'œuvre en ce moment.
Nous avons Hegseth qui agit au niveau des forces armées américaines, auprès des soldats, avec des prédicateurs et le christianisme, les amenant à prêter serment à Dieu et à Jésus plutôt qu'à la Constitution. Et il agit aussi au niveau des hauts gradés en écartant certaines personnes, comme ce directeur de l'état-major interarmé, un amiral de la marine 3 étoiles qu'il vient de congédier. Il passe soigneusement l'armée au crible afin que, lorsque le 6 janvier se reproduira, elle ne reste pas en retrait. Il façonne l'armée pour qu'elle soutienne n'importe quel coup d'État, quelle que soit l'action que Trump devra entreprendre. Qu'il s'agisse d'un coup d'État à part entière, de l'annulation des élections de mi-mandat ou de quelque chose d'intermédiaire. Il construit une armée pour cela. Et c'est vraiment inquiétant de le voir faire ça. C'est un parfait exemple de la raison pour laquelle, une fois que nous aurons compris à quel point nous sommes profondément impliqués, nous devrons soit nous retirer, soit redoubler d'efforts. Et nous ne pouvons pas redoubler d'efforts car nous n'avons pas les hommes et les femmes nécessaires pour le faire en termes de force terrestre. Et Hegseth a déjà parlé de force terrestre. Nous ne pouvons pas faire ça. Le maximum que nous pourrions déployer au sol en Iran serait de 400 ou 500 000 soldats. Et je ne pense même pas que nous pourrions y parvenir. Tout comme Netanyahou le découvre avec cette mobilisation de 90 000 réservistes. Beaucoup d'entre eux ne se présentent pas. Dites-moi où iraient les jeunes de 18 et 19 ans dans ce pays. Si nous devions nous mobiliser complètement et qu'ils découvraient qu'est soudain qui a la conscription. Le Mexique et le Canada. Nous ne pouvons pas faire ça, Glenn. Et pourtant, nous faisons comme si nous le pouvions, au point d'aller jusqu'au bout et de préparer une invasion. L'Iran, quelqu'un m'a demandé, « Eh bien, comment feriez-vous ça ?» J'ai répondu, « Oh, vous avez des bâtiments amphibies. Nous n'en avons pas beaucoup. Le corps des marines s'en plaint depuis 20 ans et la situation empire chaque année. Mais il y en a assez, si nous les rassemblons tous, même les défectueux, et que nous les envoyons là-bas, en y embarquant les marines, même les blessés sur ces bâtiments, nous pourrions probablement quelque part autour de Bandar Abbas ou sur la côte sud, débarquer une force. Elle serait engloutie. En 6 mois, elle aurait disparu. Voilà où nous en sommes. Et c'est absurde. Votre question sur les Kurdes, dont je me suis vraiment éloigné, je les ai côtoyés de plus près dans le nord de l'Irak, l'opération Provide Comfort, puis il y a eu le retrait total de nos promesses envers eux. Ils ont dit « plus jamais ça », et ont lancé ce qui est devenu, en ce qui concerne l'Irak d'aujourd'hui, probablement la partie la plus prospère du pays. Souleymaniye, Erbil et d'autres endroits là-haut. Ils ont maintenant un bon accord avec Bagdad au sujet du pétrole. Et les grandes compagnies sont revenues, car elles ne voulaient pas s'y risquer auparavant et se mêler du pétrole de Kirkouk et de Mossoul. S'il y avait un différend entre Bagdad et les Kurdes, les grandes compagnies ne voulaient pas des procès qui pouvaient en découler. Il semble donc qu'elles reviennent maintenant, puisque tout cela a été réglé. Cela va perturber cela. Cela va déranger ce facteur majeur. Donc voilà vos Kurdes irakiens qui étaient parvenus à un modus vivendi avec la Turquie. Ils s'entendaient plutôt bien, car ils avaient déclaré qu'ils ne provoqueraient pas les Kurdes du sud-est de la Turquie, qu'ils n'enverraient pas d'agents en Turquie, et ils respectaient globalement cet engagement. Et la Turquie avait promis de ne pas les envahir. Elle les envahissait périodiquement et les bombardait un peu. En Syrie, c'est une toute autre histoire. Je pense que ce qui décrit le mieux la Syrie, c'est le chaos pour tout le monde, tous les groupes, sauf Israël. Israël s'emploie activement à s'assurer que chaque petit point d'appui qu'il consolide le soit de manière défendable. Ainsi, il s'empare peu à peu de petites portions de la Syrie au fur et à mesure. Et il se moque complètement de Damas. Ils aimeraient bien l'avoir et la convoitent sans doute énormément,
Mais pour l'instant, ils s'en moquent complètement. Quant aux Kurdes, là où ils se recoupent en Iran et en Syrie, je pense que c'est le groupe le plus dangereux actuellement, parce qu'ils n'ont pas traversé le même processus d'apprentissage, aussi limité soit-il, que les Kurdes du nord de l'Irak. Ils risquent donc de tenter quelque chose simplement parce qu'ils ont des armes et qu'ils sont libres, ou peu importe. Mais je ne pense pas qu'ils auront beaucoup de succès, car je crois que les Iraniens ont ce genre de situation en tête. L'une des raisons pour lesquelles ils ont obtenu des hélicoptères de la Russie, la dernière livraison d'équipements majeurs en provenance de Russie, consistait en des hélicoptères d'attaque. Je pense que s'ils les ont acquis, c'est parce que ce sont les meilleures armes à utiliser contre ces infiltrés frontaliers, si l'on peut dire. Ces hommes armés qui tentent de renverser la République iranienne viennent de régions situées dans la partie nord du Golfe Persique et remontent vers l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le meilleur moyen de les affronter, c'est avec des hélicoptères. Je pense donc que c'est pour cela qu'ils ont obtenu ces hélicoptères. Ils avaient anticipé cela et se sont dit « très bien, venez ». Cela ajouté au SAS, ils voulaient aussi affronter le SAS britannique avec ses hélicoptères, car la guerre, au cours de la dernière décennie environ, a prouvé que c'est la meilleure façon de combattre des forces irrégulières de ce type. Des guérilleros qui travaillent en réalité pour un État. Je pense donc que les Iraniens ont bien réfléchi à tout cela. Vraiment. Je pense qu'ils ont bien réfléchi. Il ne fait aucun doute qu'il y aura des surprises pour eux, mais parmi tous les protagonistes de ce conflit, ce sont eux qui ont le plus et le mieux réfléchi. Pendant que vous parliez, certaines contradictions me sont venues à l'esprit. C'est-à-dire que le gouvernement iranien est jugé inacceptable parce que c'est une théocratie, parce que le pouvoir politique est détenu par les dirigeants religieux. Mais en même temps, on a l'ambassadeur américain Huckabee qui dit qu'Israël devrait contrôler la moitié du Moyen-Orient parce que Dieu le lui a donné. Et puis, il faut se préparer à, mener une guerre sainte, vous savez, et prêter allégeance à Jésus. Tout cela. Mais c'est un peu la même chose avec les armes nucléaires, comme vous l'avez également suggéré. Autrement dit, nous devons combattre les Iraniens pour qu'ils ne puissent pas développer d'armes nucléaires. Cependant, ils ont déclaré qu'ils ne développeraient pas d'armes nucléaires. Nos services de renseignement affirment qu'ils ne développent pas d'armes nucléaires. Ils ont signé le traité de non-prolifération. Ils ont accepté le JCPOA avec des inspections supplémentaires pour plus de transparence, permettant l'accès à l'AIEA. Et ils font tout cela alors qu'une puissance nucléaire illégale, Israël, qui n'a pas signé le traité de non-prolifération et a acquis des armes nucléaires, exige que l'Iran soit désarmé d'armes nucléaires qu'il ne possède pas, ou qu'il cesse un programme nucléaire qu'il n'a pas, un programme d'armes nucléaires. C'est très étrange de voir de telles contradictions. Mais ajoutons encore un aspect tout aussi étrange à cela. Trump a détruit ce programme, tu te souviens, avec les B-2? Oh oui, c'est anéanti. Et d'ailleurs, dans les communiqués de presse de la Maison-Blanche, toute personne affirmant que ce n'est pas anéanti diffuse de fausses informations. Maintenant, de l'autre côté, c'est très étrange. Je ne pense pas qu'ils aient encore réfléchi à leur récit. J'ai vu Rubio parler à un journaliste. Il faisait valoir que, écoutez, c'était une guerre justifiée, que nous avions le droit d'attaquer parce que la menace était imminente. Alors, pourquoi l'Iran vous attaquerait-il? Eh bien, Israël attaquerait l'Iran. Et quand cela arriverait, l'Iran nous attaquerait probablement. Donc cela rendait la menace imminente. Maintenant, c'est légitime. Et ensuite, ils ont dit, d'accord, donc c'est Israël qui a commencé. Ils nous ont entraînés dedans. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. C'est pourtant à peu près ce qu'il a dit. Ils n'ont pas leur version bien en place.
Au moins en Irak, aussi horrible que cela ait été, ils ne cessaient de marteler le discours sur les armes de destruction massive. Tous les médias répétaient les mêmes éléments de langage. Il y avait un récit bien établi. Quand cela n'a plus tenu, tu sais, ils avaient l'option de repli. D'accord, nous ne faisons que répandre la démocratie. Mais ici, il y a en réalité des récits contradictoires. C'est du genre, nous devons aider les Iraniens, ils méritent la liberté et la paix face à un gouvernement brutal. Et en même temps, nous bombardons l'aéroport, les hôpitaux, les écoles, les habitations civiles. Je veux dire, c'est juste. Et pour couronner le tout, même le président de la Chambre, Mike Johnson, est sorti et a prononcé un discours affirmant que l'Iran avait commencé cette guerre. Ils ont déclaré la guerre contre nous. Nous ne sommes jamais allés en guerre. Nous avons mené une opération. Il ne l'a pas appelée une opération militaire spéciale, mais simplement une opération. Et maintenant, les Iraniens auraient soi-disant déclenché la guerre. Ce n'était pas nous, nous faisions juste un peu de bombardement. Ils soulignaient aussi que ce qu'ils ont fait est impardonnable. Ils ont attaqué des ambassades américaines en Arabie Saoudite et tout le reste. C'est un territoire souverain. Mais vous avez bombardé leurs écoles, leurs hôpitaux. C'est aussi un territoire souverain. Tu devrais regarder ça. C'est un discours complètement fou. C'est le même genre de contradiction et la même incapacité à construire un récit cohérent autour duquel tout le monde pourrait se rassembler. Il n'y a tout simplement rien là-dedans. Au moins, je dirais ceci à propos de John Hagee. Il me rend vraiment malade quand je l'écoute, mais au moins il dit ce qu'il pense. Nous sommes là-bas. Vous êtes là-bas. Vous êtes des croisés pour Jésus-Christ. Nous allons gagner. Et bien sûr, ce qu'il entend par gagner, c'est l'enlèvement. Jésus descendant pour tuer tous les incroyants et établir un royaume de 1000 ans. Tous ces gens seront emportés au ciel dans ce royaume. Mais au moins, il est cohérent et il ne s'en cache pas. Les autres, eux, mentent sans arrêt et les mensonges s'accumulent les uns sur les autres. Rubio, si tu as vu ça, tu as vu le même que moi, je suppose, choisit carrément les questions parce qu'il sait quel journaliste est malin ou lequel il vaut mieux éviter. Alors il dit, « Je ne demande pas, je ne te parle pas, toi. » Il était tellement sidéré que j'ai cru qu'il allait exploser sur le champ. J'aurais bien aimé que ce soit le cas. On n'arrive pas à garder un discours cohérent, pas seulement entre des gens comme Hegseth, Rubio, Trump ou n'importe qui prend la parole, cette cruche qui parle au nom de l'administration. Non seulement c'est incohérent, mais les individus eux-mêmes changent d'avis d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Mais qui en Amérique peut comprendre quoi que ce soit à ce que Trump essaye vraiment d'accomplir? Et je pense que c'est pour ça qu'on voit des sondages montrant que moins de 28% des Américains soutiennent cela. Eh bien, il s'est présenté en promettant aucune guerre. Maintenant, il fait exactement le contraire. Mais plutôt, vous parliez du fait que, essentiellement, le monde ne sera peut-être plus jamais le même après cela. Autrement dit, selon vous, comment ça va-t-il affecter la relation entre les États du Golfe et les États-Unis, ou entre Israël et les États-Unis d'ailleurs? Ce sont de grandes questions. Oui, ce sont des questions énormes. Je pense qu'il faut probablement commencer par se demander dans quelle mesure tout cela... J'ai été critiqué par plusieurs auditeurs au cours des dernières 48 heures pour ne pas avoir exposé mes réflexions à ce sujet. Je ne suis même pas sûr de ce qu'elles sont. Certaines personnes pensent, et certaines d'entre elles sont mieux informées que moi, que tout cela concerne la Chine, et secondairement la Russie. Que ce que nous avons vu était une sorte d'occasion, si l'on veut, que nous pouvions dissimuler derrière des sujets comme le programme nucléaire iranien, les missiles balistiques et tout le reste, dont en réalité nous nous soucions peu. Ce que nous essayons vraiment de faire, c'est de nuire à la Chine et au passage à la Russie.
Et il cite comme preuve évidente de cela la question suivante. Qu'ont fait la Russie et la Chine? Ils ont signé un accord trilatéral, pas bilatéral, chacun avec l'Iran, mais un pacte de défense trilatéral avec l'Iran. Cela a montré à tout le monde qu'ils étaient prêts à affronter tout ce qui pourrait arriver. Eh bien, nous utilisons cela pour nous en prendre à la Chine et, comme je l'ai dit, secondairement à la Russie. Nous continuons à provoquer en Géorgie. Nous continuons à provoquer dans d'autres États le long de la bordure sud de l'ancien empire soviétique. La Russie d'aujourd'hui. Nous essayons toujours de nuire à la Russie de cette manière. Tbilissi est le cas le plus évident en ce moment, où le gouvernement ne tient qu'à un fil. Et c'est un argument valable. Si le grand jeu a repris et qu'il se joue d'une manière qui révèle quelques joueurs avisés, je ne vois tout simplement pas ces joueurs avisés. Je vois le chaos. Je ne vois pas le grand jeu orchestré par un tsar à Moscou, un potentat à Londres et quelqu'un d'autre dans l'Empire ottoman, ou peu importe. Ce que je vois, c'est le chaos. Et je vois la Chine et la Russie en tirer profit, au bout du compte. Peut-être pas de manière évidente, frontale, ou dans ce théâtre particulier, mais je pense qu'en fin de compte, ils en bénéficient parce qu'ils sont en train de gagner. Je suis sûr que Xi Jinping ne veut rien avoir à faire avec une guerre ouverte. Mais je suis tout aussi sûr qu'il ne refuserait pas l'occasion d'infliger des dommages mortels à l'Empire si cela ne lui portait pas préjudice. L'une des raisons pour lesquelles il n'a pas avancé plus vite vers une souveraineté économique, pour ainsi dire, sur le monde, c'est qu'il comprend à quel point les économies occidentales, en particulier celles des États-Unis, sont importantes pour l'économie mondiale. Et il ne veut pas agir de manière précipitée ou dangereuse. J'ai vraiment été surpris qu'il annonce seulement maintenant le nouveau mandat selon lequel le renminbi va remplacer le dollar. Dans cette déclaration, que j'ai fait vérifier par Chas Freeman, donc je sais que la traduction du mandarin était correcte, il dit « Nous sommes la deuxième économie mondiale ». Je pense qu'il ne se vante pas du tout. Sur le plan industriel, du capitalisme chinois, technologique, militaire, et ainsi de suite, je pense qu'ils sont numéro 1. Le seul domaine où ils ne sont pas dominants, c'est la finance. Et ensuite, il poursuit avec la déclaration clé, « La seule façon pour nous d'y parvenir. » Je ne voulais pas en arriver là. Deng Xiaoping doit se retourner dans sa tombe en m'entendant dire cela. Je ne voulais pas le faire parce que je sais à quel point c'est épuisant. Il va proposer le renminbi comme nouvelle monnaie de réserve transactionnelle mondiale, un remplacement du dollar. Il l'a dit par écrit. Cela signifie donc qu'il est prêt pour l'affrontement maintenant, prêt à le mener jusqu'au bout. Mais je ne pense pas qu'il veuille le faire dans le sang, avec des bombes et des missiles, ou peut-être même des armes nucléaires. Je pense qu'il veut le faire de manière indirecte, si l'on peut dire, à la manière d'un bon vieux Sun Tzu. Mais je ne le mettrai pas à l'épreuve. Je ne le mettrai pas à l'épreuve. Et s'il comprend que cet effort ne vise pas seulement à bloquer son initiative de la ceinture et de la route au sud-ouest, ni le projet de nouvelles routes commerciales passant par le Golfe et pénétrant au cœur de la Russie, s'il comprend que tout cela est réellement dirigé contre lui, il mettra tout son poids dans ce conflit et y mettra fin très rapidement. Juste des sous-marins, Glenn. La Russie et la Chine, ensemble, pourraient s'occuper de tous les combattants dans la mer d'Arabie, rien qu'avec des sous-marins. C'est l'eau de mer la plus favorable au monde pour les opérations sous-marines. Zone de convection, niveau de salinité, zone de convergence. On peut littéralement se trouver dans un sous-marin d'attaque ultra-moderne à côté d'un sous-marin d'attaque ennemi tout aussi moderne, à 100 mètres de distance, sans savoir où l'on est, sans savoir que l'ennemi est là ou qu'il sait que vous êtes là.
Le sonar passif et actif ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait dans ce type d'eau. Il pourrait donc y avoir une centaine de sous-marins actifs dans cette zone, avec les modèles diesel électriques chinois, très lents et très silencieux. Vous avez des torpilles qui peuvent être tirées sans laisser de sillage, qui coulent des navires sans révéler ce qui les a frappés. Vous parlez ici d'une véritable guerre navale, une que nous perdrions. Je n'en doute pas une seconde. Oui, nous avons aussi des sous-marins très sophistiqués, mais ce vieil adage selon lequel la meilleure arme contre un sous-marin est un autre sous-marin, c'est des balivernes. Les sous-marins sont l'arme la plus meurtrière de la planète. Ils le sont toujours. Ils l'étaient pendant la Seconde Guerre mondiale et ils le sont encore aujourd'hui. Nous avons subi beaucoup de pertes dans le Pacifique parce que Chester Nimitz, Doug MacArthur et même Franklin Roosevelt ne l'avaient pas compris, pas plus qu'Amiral Stark ou Amiral King. En août 1945, les sous-marins avaient des rats qui mangeaient du japonais. Nous venions tout juste de les dévaster avec nos sous-marins. Les gens disent « Eh bien, on ne pouvait pas faire aller un diesel aussi loin. » Vous plaisantez? Le Tang et le Wahoo, les deux plus grands tueurs du Pacifique, ont effectué des patrouilles de 10 000 milles. Ils sont allés jusqu'au détroit de Formose, ont attaqué la navigation japonaise, puis sont retournés à Pearl. Oui, ils avaient de longues jambes, et de la vitesse dans ces longues jambes aussi. Donc vous savez, c'est une situation idéale pour être exploité par des gens qui savent ce qu'ils font. Et la marine de Poutine n'est pas immobilisée. Eh bien, c'est ce que je voulais dire. Il y a tellement de façons pour que cela tourne très mal. Et si vous êtes assis à Moscou ou à Pékin et que vous voyez la possibilité que les États-Unis éliminent la pièce iranienne sur cet immense échiquier eurasien, ce serait une catastrophe. C'est donc aussi une occasion de rééquilibrer, en somme, les ambitions hégémoniques, un peu comme la manière dont les Chinois ont perçu la guerre en Ukraine. Ils savent que si l'OTAN parvenait à éliminer la Russie, ils seraient les prochains. Donc non, je pense que cela peut mal tourner. Voyez-vous ici des implications plus larges en ce qui concerne la Chine qui défie le dollar? Ils ne peuvent pas vivre avec cela. Mais l'Ukraine, ils sont sûrement à court d'armes eux aussi. Zelensky n'a pas l'air heureux ces temps-ci. Il essaie d'en échanger certaines, d'obtenir davantage de Patriots en offrant des drones, phones, mais cela ne se fait pas. Voyez-vous d'autres régions du monde être affectées par l'attaque contre l'Iran? Oui, et je vois un impact indirect venant d'Ukraine. Et le voici. Vous savez, en 1865, juste après que la plupart des observateurs présents sur nos champs de bataille pendant la guerre de sécession soient rentrés en Europe, ils avaient été à Cold Harbor, à Antietam, à Gettysburg, puis de nouveau à Cold Harbor et à quelques autres batailles à la fin de la guerre. Leur message envoyé en Europe disait à leur ministère des Affaires étrangères et à leurs dirigeants « Méfiez-vous, méfiez-vous. C'est une armée d'1 million d'hommes, aguerris par le combat. Nous les avons vus sur le champ de bataille. Ils viendront après vous. » Bien sûr, dès 1866, nous avions en grande partie démobilisé et envoyé quelques soldats dans les plaines pour combattre les Indiens, les Amérindiens. C'est tout. Mais ils avaient eu peur, très peur. La Russie dispose aujourd'hui de ce type d'armée la plus aguerrie, la mieux entraînée et la plus expérimentée au combat au monde. Et je ne m'amuserai pas à intervenir en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, peu importe là-bas. Je ne le ferai tout simplement pas en ce moment, car encore une fois, ils sont extrêmement compétents. Et nous avons eu des observateurs sur ce champ de bataille. Donc je sais que nous avons des gens, des marines, des soldats et d'autres, qui rapportent que ce n'est pas l'armée qui a lancé l'opération militaire spéciale. Elle a appris, au fil de l'expérience,
notamment avec les nouvelles techniques de guerre par drone, et ainsi de suite. Elle a appris. C'est donc probablement l'armée la plus meurtrière de la planète à l'heure actuelle. Bon, vous quittez la ligne maintenant et vous descendez vers Odessa. Vous terminez la consolidation de Kherson. Vous présentez cela comme un fait accompli. Vous contrôlez la mer Noire et la mer d'Azov. Et maintenant, vous dites que vous voulez vous en prendre à la Géorgie. Je veux dire, c'est le jeu. Il est lancé. Et certains de ceux qui y participent sont des néophytes, voire moins que cela. Je pense qu'ils comptent peut-être aussi sur le fait que tout accord de paix mineur risquerait non seulement d'offrir une pause temporaire permettant à l'OTAN de réarmer l'Ukraine et de reprendre plus tard, mais aussi que, si la victoire est limitée, le même problème pourrait se reproduire ailleurs. Autrement dit, si l'OTAN continue de s'étendre vers l'Est, que se passera-t-il pour toutes ces sociétés divisées, la Moldavie, la Géorgie, qui pourraient toutes devenir de nouveaux foyers de tension? Donc je pense qu'une grande victoire en Ukraine enverrait un message clair à la Moldavie et à la Géorgie. Ne suivez pas cette voie. De plus, Lavrov, en fait, je crois que c'était Ray McGovern ou Larry Johnson, quelqu'un comme ça, qui m'a raconté cela. Ils ont rencontré Lavrov lorsqu'ils étaient là-bas. Il a effectivement dit « La préoccupation, c'est l'OTAN. La préoccupation, c'est l'OTAN qui s'étend vers l'Est. Et partout où elle avance, nous la contrecarrerons. Et voici l'exemple le plus évident, l'opération militaire spéciale. Mais vous devez comprendre quelle est notre préoccupation, pas plus loin. » Eh bien, si le bon sens revenait, peut-être pourrions-nous trouver des solutions à ces problèmes. Merci d'avoir pris le temps et partagé certaines de vos réflexions. J'ai regardé vos émissions d'ailleurs, et je tiens à vous féliciter d'en avoir plusieurs qui étaient vraiment instructives. Merci, j'apprécie, bien sûr.